Alors donc pour nous, qu'est-ce qu'il convient de faire? Eh bien d'abord, c'est de vous rappeler simplement que nous, on le fait depuis un moment, quoi. On n'a pas attendu 2022 pour se préoccuper dans ce conseil municipal avec les élus du conseil municipal et nos chefs de service dans tous les domaines, pour regarder un petit peu les choses qui étaient à faire. Donc on va vous dérouler un peu les choses. Voilà, l'état des lieux pour nous, le coût de la facture énergétique, c'est 800 000 € par an, globalement, et vous remarquerez que près de la moitié est mangée par l'électricité, 30% par le carburant. Donc il y a des efforts qui restent à faire en la matière. Nous avons du gaz, mais c'est du biogaz français, 100%. C'est des choix que nous avons faits aussi. Et sur notre électricité, 50% est ce que l'on peut appeler de l'électricité verte. Nous avons surtout la certitude de nos approvisionnements. Et donc, nous avons les garanties en la matière, pour peu, bien sûr, que ceux qui eux-mêmes nous approvisionnent n'aient pas des coups de Trafalgar. Donc, voilà un peu la répartition, comment cela se fait. Pour l'eau, vous remarquerez que la dépense d'eau, c'est 10%. Alors, si je vous mets là-dedans les douches, vous voyez que c'est un gros sujet, quoi. Voilà. Bref, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2014? C'est l'occasion de montrer à nos concitoyens qu'ils ont des élus écolos. Et oui, nous, on ne se dit pas vert, mais on fait le travail parce qu'on est convaincu de la nécessité, bien sûr, de ne pas gaspiller, de préserver et d'être responsable. Je saluerai en la matière nos chefs de service actuels, Jean-Paul Zatara, qui est le directeur du centre technique municipal, Élodie Tranois-Moiran, qui a pris la suite de Pascal Keck. Et pour vous dire que dès 2014, on a fait un audit de notre éclairage public. Alors déjà, on avait des doutes, parce que quand on regardait les candélabres, on se demandait s'ils allaient encore tenir s'il y avait du vent. J'ai une très belle photo à l'allée de la plage d'un candélabre que j'avais fait mettre en 1995, il n'y avait pas d'éclairage à l'époque, j'avais fait mettre au avenue de la Batterie, où il n'y avait pas d'éclairage non plus. Donc là, on était dans l'économie et la sobriété, puisqu'il n'y avait pas d'éclairage. Et quand on voyait le candélabre, on se demandait à quel moment il allait tomber. Le SDEG, le syndicat départemental d'électricité et de gaz, où siègent Patricia Lavigne et Jean-Michel Granel, avait révélé qu'on avait 80% de notre parc d'éclairage public, non seulement obsolète, mais en plus illégal par rapport à la législation de 2010 qui interdisait notamment les ballons sodium. Vous voyez, il y a toujours deux façons de gérer. Gérer, comme on dit, en père de famille, c'est-à-dire tu dépenses rien, tu fais rien, puis tu attends que ce soit les autres qui arrivent derrière qui se le cognent. Et toi, tu fais le beau en disant, vous avez vu, pas de dépenses, pas de recettes, rien. L'immobilisme. Et nous, on fait partie de ceux qui arrivons et qui sont obligés de faire. Et donc, on s'est attaqué, bien sûr, à tous les points lumineux. Alors, EIR, c'est l'éclairage intensif routier. C'est beau comme terme. C'est pas s'envoyer en l'air, c'est l'éclairage intensif routier. 347 points, 1489 points lumineux. En 2021, il n'y en a plus que 187 et au contraire 1776 points lumineux. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons beaucoup de routes départementales. Nous en avons hors agglomération, mais nous avons aussi en agglomération. Et le conseil départemental a fait en sorte d'avoir une politique qui consiste à rénover l'éclairage public qui lui appartenait et à nous le rétrocéder en zone agglomérée. Donc, c'est nous qui nous payons aussi les dépenses supplémentaires que nous n'avions pas à l'époque. Et donc, il faut arriver à économiser pour ne pas avoir les dépenses afférentes. Ensuite, voilà. Alors, le marché que nous avons fait, nous avons eu deux marchés. Le premier date de 2015-2016, qui a été opérationnel, où on a dépensé 1 million d'euros. 1 million d'euros pour changer 671 lanternes illégales, ballons fluo. C'était des lampes à vapeur de mercure. Par exemple, dans le quartier des Bouches-du-Loup, il n'y avait que de ça. Et avec des équipements LED déjà, et puis 300 candélabres changés, dont des poteaux béton dans le village. Alors, il y a des gens qui nous disent souvent, mais ce poteau béton, c'est laid, il faudrait l'enlever. Ben oui, mais il faut payer. Un poteau béton, c'est 80 000 euros, quoi.
Donc, puis quand on les enlève, personne s'en aperçoit. Donc j'en ai laissé un exprès à chemin du Pas de Bonheur pour rappeler qu'il y en avait un autre au coin. Hein, parce que quand on enlève tout, pour les gens, c'est comme si ça avait toujours été comme ça. Mais non, rappelez-vous, quand on rentrait dans le village, à Saint-Georges, on avait des beaux poteaux béton qu'on n'a plus. Et même ceux qui ont toujours vécu là, ils se disent « Ah bon, il y avait un poteau béton ?» Bah ouais, donc ça ne vaut pas la peine de les enlever puisque personne ne s'en souvient. Enfin bon, sur le plan de l'environnement, ça nous satisfait. Et quand on a des promotions immobilières, nous faisons en sorte, parce que c'est compliqué avec Enedis désormais, on regrette le bon vieux temps d'EDF quand même, qui avait le monopole, on avait des interlocuteurs. Avec Enedis, il y a des programmations, on n'a pas toujours le contact direct, et puis il faut prendre le temps. C'est 6 mois, 1 an avant intervention. Donc si on ne s'y est pas pris assez à temps, on est en décalage. Donc nous faisons ce travail, mais ce n'est pas toujours possible. Et quand on nous demande des sommes un peu contraignantes, on hésite à 2 fois. La rénovation de ces luminaires nous a déjà permis une réduction de consommation. Bon, personne ne sait ce que veut dire 350 000 kWh, mais enfin, c'était quand même une économie financière de quelques 62%. Et puis, les travaux d'investissement qu'on a repris pour finir le travail à partir du marché de performance énergétique que nous avons voté en mars 2019. Je précise d'ailleurs que le SDEG reçoit des subventions du conseil départemental, ce qui permet d'atténuer pour nous la charge globale. Donc ce marché de performance énergétique qui n'a intéressé aucun média. On a fait 3 conférences de presse, on était tout seul. On l'a présenté au conseil, on n'a eu aucun compte rendu. On a fait une conférence de presse avec le délégataire pour indiquer... On n'a eu aucun compte rendu de rien. Un marché de 5 millions d'euros sur 12 ans qui change tout l'éclairage public de la commune. Pas une ligne. Par contre, une commune éteint 3 candélabres dans un quartier, vous avez une demi-page. Cherchez l'erreur en termes d'information. Donc, il nous reste 621 points lumineux à rénover. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça a été fait l'année dernière dans les quartiers de l'Ouest, Morette, avenue de Vaugrennier, Cabot. On a commencé par les extérieurs. C'est ce qu'on a fait cet été sur l'avenue des Plans. C'est ce qu'on a fait vers l'école, le collège, etc. C'est ce qu'on continue de faire sur l'avenue de la Batterie, l'avenue Jean Marchand, etc. Donc, année par année, parce que tout ne se fait pas en un jour, nous faisons ces opérations où nous y mettons 300 000 400 000 euros par an pour pouvoir, quand ils sont hors d'usage, changer les candélabres, la lanterne, lorsque le candélabre est encore en bon état, donc on ne change que la lanterne. Mais l'objectif, c'est qu'en 2025, j'accueille Élodie Sayag. Il faut lui indiquer où est sa place, parce que comme on a changé un peu la disposition. Je précise qu'on a un certain nombre de nos élus qui ne sont pas là au départ, qui nous rejoindront en cours de route parce qu'ils travaillent, ils ont des obligations. D'autres sont malades, comme ça peut arriver. Donc on fait en sorte de s'en sortir. Bienvenue. Donc les 4 années d'investissement, c'est un montant total de 2 millions d'euros. Et dans notre marché de performance énergétique, on a eu du mérite de le faire parce qu'on ne le prend pas en investissement. On le prend en fonctionnement puisque c'est le SDEC qui est porteur, lui, il le prend en investissement. Et ça pourrait être un frein. Pourtant, nous n'avons pas hésité. Nous n'avons pas hésité, malgré les contraintes budgétaires, malgré les finances que vous connaissez bien, à faire ce travail de long terme. Et non pas... Chaque fois que je vois une commune qui stoppe l'éclairage dans un quartier, d'abord, elle dépense de l'argent pour l'éteindre, puisque ça ne s'éteint pas comme pense le citoyen. T'as oublié la lumière dans la chambre, on va mettre sur l'interrupteur. Ça ne marche pas comme ça dans une commune. Si vous voulez l'éteindre, il faut faire un travail d'installation pour couper, etc. Donc, vous avez une dépense qui vous amoindrit l'économie financière réalisée. Donc, vous plongez en noir le quartier, mais vous n'avez rien changé à l'éclairage. Ça, c'est, j'allais dire, l'alibi qui permet de ne rien faire. Mais c'est plus vendeur que de faire le travail de fond, comme nous le faisons. Donc, l'éclairage routier, c'est un gros sujet, mais qu'on ne découvre pas aujourd'hui. Et avec le folklore de « je t'éteins ci, je t'éteins pas ça, je fais moins », etc., etc. Ensuite, les objectifs ambitieux, etc. Vous voyez, en 2017, on était à 750 000 kWh, on va tomber à moins de 300 000 kWh, malgré
ce que j'ai indiqué avec là, le département est en train de faire l'avenue Jacques Chirac, la bretelle de sortie d'autoroute, plus le rond-point des Baumettes sur la 7, tout va nous être transféré. Mais en même temps, il nous met un éclairage de qualité en LED, et ça nous est transféré, mais avec bien sûr une moindre consommation. Et ce qui n'est jamais dit, c'est que tout notre éclairage baisse d'intensité entre 23h et 5h du matin. Voilà. On reste éclairé, mais en baisse d'intensité. On peut aller jusqu'à 10% d'éclairage seulement. Et donc, c'est ce choix-là que nous avons fait depuis un bon moment, et non pas sous la pression de l'événement. Ensuite, ça, c'est ce qui est à l'extérieur. Sur les bâtiments communaux, là aussi, un travail de fait. Alors, il fallait voir dans quel état étaient nos bâtiments. De toute manière, ils prenaient l'eau partout. Remarquez ici, celui-là aussi, il prend l'eau, et il est plus récent, mais enfin bon. Tout prenait l'eau, et au-delà de l'eau, il y avait un éclairage totalement obsolète. Donc, on a installé, d'abord, gérer les consommations, savoir ce qu'on consomme. C'est les modules Greenprise, hein. Puis le passage systématiquement en LED. C'est des discussions qu'on a eues à chaque budget. Parce que réduire, c'est bien, mais ça a un coût. Et un coût, est-ce qu'on peut se permettre donc dans les écoles, à chaque fois, dans nos bâtiments, nos services, on a fait ces changements. L'éclairage ne consomme plus que 40 watts au lieu de 100 à une époque. Tout ce qu'on a fait, c'est 60% quand même sur la facture. Et puis d'autres éléments qu'on va développer encore. Voilà. Je donne des exemples. Alors, il faut dire que la commune avait aussi, avant nous, mis du solaire sur le gymnase, Jean Granel, et puis sur la salle Monique Maurice, je crois, également. Nous, on a mis un poêle à bois. Vous imaginez faire un poêle à bois au service technique, création d'un puits de lumière aussi, pour éviter d'éclairer, de mettre de la lumière. Enfin voilà, donc on a fait 6 innovations dans nos propres services. La mise aux normes électriques, alors là je vous en parle pas parce que ça datait d'une époque, et tous les travaux qu'on a faits ont été éligibles à ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui nous ont rapporté un petit peu d'argent et qui nous ont amoindri la note. La mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs des groupes scolaires, l'optimisation des circuits de chauffage, le calorifugage également, l'isolation sur les réseaux, et tout ça, c'est 30% sur la facture. Aujourd'hui, dans nos services, dans les couloirs, ça s'allume quand on passe, ça s'éteint quand on n'y est plus, comme ça on évite d'oublier la lumière. Dans les bureaux, on ne peut pas le faire parce que ça ne fonctionne pas trop. Si ça s'éteint une fois qu'on y est, ça s'éteint tout seul. Donc, il faudrait que le gaz s'agite sans arrêt pour remettre le contact. Donc, on n'a pas encore trouvé le système opérationnel. Et pour la suite, sur le chauffage, si on veut bien continuer, voilà. Des économiseurs d'eau qui remplacent les têtes de robinet partout. Quand on dit les bâtiments communaux, n'oubliez jamais, il y a nos services, mais il y a surtout les écoles. Et ça, c'est quand même très important. On a réduit ainsi nos débits de 50% en eau. Alors, c'est pour ça que quand on nous fait le cinéma de l'été, parce que c'était le cinéma de l'été, des douches de plage, nous avons, dès le mois d'avril, changé tous nos pressoirs de douche. On n'a pas attendu qu'il y ait la sécheresse pour couper l'eau. On s'est dit, il faut qu'on réduise ça, et on a mis des pressoirs qui durent tellement peu longtemps que le gars, il doit être cramponné au pressoir pour prendre la douche, qui est quand même très compliqué pour ceux qui ont essayé. Donc, c'est 3 secondes, quoi, pas plus. Avec ça, on a réduit quand même substantiellement la consommation. Et puis, il faut le dire aussi, les citoyens prévenus n'ont pas fait comme les autres années. Ils ont été attentifs et on a eu beaucoup moins de gaspillage qu'on pouvait en avoir. Voilà. Donc, arrêter l'eau des douches, ça fait plaisir à ceux qui prennent jamais de douche, sûrement, ou qui vont jamais à la plage. Mais ça enquiquine quand même tous ceux qui y vont et qui considèrent qu'il est normal d'avoir ce service. Et puis, je répète qu'en période de crise sanitaire, avoir des gens qui vont pratiquer l'hygiène publique, c'est pas mal. Ça participe, quoi, s'ils ne le font pas chez eux. Et sinon, chez eux, ils prendront le bain et personne n'ira contrôler les chasses d'eau, je pense. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'il y a des effets comme ça médiatiques qui sont ridicules et qui, quand on aura pris un peu de recul, passeront pour ce qu'ils sont,
par rapport aux choses sérieuses qui doivent être faites. Donc, revenez-moi sur le papier. Non, avant, juste, j'ai pas fini de télé avant. Voilà. La télé-relève des compteurs d'eau pour lutter contre les fuites et le gaspillage de l'eau. J'en profite pour dire que tous les contribuables villeneuvois qui payent l'eau ont reçu sur leur facture le contact pour pouvoir être, parce qu'il faut qu'ils fassent la démarche, être avertis si on constate une consommation d'eau trop forte, qui voudrait dire qu'on a une fuite. C'est ce que nous avons fait dans le précédent contrat avec Suez. C'est quand même préventif. Tous les contribuables de Villeneuve, s'ils regardent sur leur facture, ils se signalent en disant « je veux être prévenu quand, si d'aventure je crois ». Alors avant, on peut s'en apercevoir soi-même, mais il y a des gens inattentifs qui ne font pas attention. Puis parfois, ce n'est pas suffisamment marqué. Philippe connaît bien ces problématiques. Marie également. Donc, on avait veillé. Donc, je le dis à nos concitoyens, on fera peut-être une information spécifique sur le poste de la ville pour leur rappeler qu'ils peuvent justement se porter candidat là-dessus, puisque c'est prévu dans le contrat qu'on a avec Suez. Enfin, dernier point, dès que nous sommes arrivés, on a changé les ronds-points. On a mis du plastique sur les ronds-points, ce qui n'est pas terrible, puisqu'on est dans le zéro plastique aujourd'hui. On a mis du synthétique, mais plus que du synthétique, on a mis du minéral. Et beaucoup de ronds-points ont changé. Vous pouvez revenir un moment en arrière, là, je passe. Limitation de l'arrosage et création de jardins secs. On a innové avec l'entreprise Paysage Méditerranéen pour faire des paysages avec des roches, avec des cailloux, etc. Le rond-point Baie des Anges, on a planté les oliviers, mais tout le reste n'a pas besoin d'eau pour fonctionner. Alors on en a gardé quelques-uns parce qu'on considérait qu'ils étaient suffisamment beaux, emblématiques dans une entrée de ville pour garder effectivement avec un arrosage, mais là encore contrôlé de nuit et qu'on a limité bien sûr pendant la période de sécheresse. Et donc tout cela pour vous dire que bon, voilà, et on a fait des économies. C'est ce qui nous a permis de présenter dans les budgets à chaque fois sur la gestion en termes de fonctionnement, de ne pas avoir de hausse, d'avoir la stabilité et même de la baisse, alors que le prix de l'électricité quand même ou de l'eau augmentait. Parce que ça, nonobstant tout ce que nous faisons, on aurait dû faire de plus grandes économies encore, mais pendant ce temps-là, le prix de l'électricité, il a singulièrement augmenté. Donc, bien nous en a pris. Et puis, j'avais la suite. Voilà. Tac, tac. Alors, la gestion du carburant. Vous avez vu que c'est un poste important, le carburant. Alors, les plus gros consommateurs, c'est la police municipale. On essaye de les mettre à vélo, mais ils ne veulent pas trop. On est arrivé à mettre des vélos électriques. Là, ça va mieux. On a des gyropodes, mais les véhicules, ça tourne. Ça tourne d'ailleurs, à mon avis, un peu trop. Mais il vaudrait mieux que ça soit plus sur place. Mais la gestion du carburant, c'est aussi nos services de propreté, d'entretien, d'intervention. Donc là, on a changé les véhicules. On a pris des véhicules électriques, mais on ne fera pas du tout électrique. Parce que quand on a eu les intempéries de novembre 2019, le véhicule électrique, quand il est dans l'eau, le véhicule normal, on peut arriver à le sortir de l'eau. Mais le véhicule électrique, dès qu'il a pris l'eau, et puis si on doit recharger, quand tout a sauté, c'est un peu compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a tempéré un peu, on fait plus de l'hybride quand c'est possible, mais sachez aussi qu'on n'a pas tous les véhicules possibles par rapport aux services qui nous sont nécessaires. Donc, voilà, on relativise un peu les choses. Puis alors, entre nous soit dit, développer le véhicule électrique au moment où on va dire aux gens « faut vous chauffer à 19 degrés », ça fait rigoler quand même. Toi, tu vas grelotter à 15 degrés et pendant ce temps-là, ta voiture va bouffer l'électricité dans le garage toute la nuit. Et moi, je le dis depuis déjà quelques années, mais notre production électrique s'effondre, notre indépendance n'existe plus, on est obligé d'acheter à l'extérieur et on développe à tout va l'électrique. Uniquement pour le lobby qui accompagne. Renault a décidé de faire du tout électrique et c'est rien d'autre que ça. Moi, je l'ai vécu à l'Assemblée nationale, quand le PDG de Renault est venu nous expliquer que eux, le choix, c'était pas l'hybride, c'était le tout électrique. Et donc, l'État
a suivi à l'époque. Et voilà, parce que c'est jamais des décisions tout à fait rationnelles. Voilà. Et après, on en reviendra. Le véhicule électrique, quand on sera regardé pour sa production, il va connaître quelques mésaventures. Vous remarquez qu'il n'y a pas un mot sur le véhicule électrique. On continue toujours de dire acheter de l'électricité, acheter de l'électricité. Oui, d'accord, mais je charge comment? Alors, on a eu, grâce à la CASA, parce que nous n'y sommes pour rien, c'est la CASA, il faut le dire, qui nous a permis d'avoir des bornes électriques installées, qui va nous permettre d'en avoir d'autres, parce que ça se développe. On est bien content parce que ça nous a fait, nous, des économies, plutôt que d'avoir à le faire. Et donc, c'est ce qu'on va développer. Les actions de sensibilisation, depuis 2015, nous éduquons les familles. Nous sommes les seuls à le faire. Le programme WATI, à l'école, avec le bureau d'études éco-CO2, toutes nos écoles maternelles, toutes nos écoles élémentaires, les enfants apprennent les économies d'énergie. Nous sommes pilotes. Partout ailleurs, on fait une classe, un groupe scolaire. Nous, c'est toutes nos écoles maternelles et élémentaires. Tellement d'ailleurs que la CASA s'est intéressée et finance désormais les classes CM2 dans la CASA. Mais rassurez-vous, toutes les communes ne se sont pas mises sur le... alors que c'est gratuit par la CASA, ne se sont pas mis au programme WATI. Nous, il nous coûte 15 000 € net par an. C'est un choix politique, mais qui a un coût que nous avons fait. Et au départ, les familles villeneuvoises ont eu un kit. Et ça serait le bon moment que ça soit redistribué aux gens pour faire les économies nécessaires sur la facture d'eau, la facture de l'énergie. Cela étant, éco-CO2 a moins de dettes de l'État qu'au départ, tout en ayant un discours, on donne moins d'argent. Et nous, on a maintenu depuis 2015, on est en 2022, ça fait 7 ans que dans toutes nos écoles, on éduque et on apprend à mettre un pull plutôt que d'augmenter le chauffage, l'opération gros pull qui fait baisser la température des classes. Voilà, c'est un truc un peu symbolique. Je pense que cet hiver, tout le monde aura son pull naturellement. Et comme ça, surtout les enseignants aussi qui donneront l'exemple, comme nous tous, dans nos services aussi. Bon, on a mené des actions régulières auprès des agents communaux. Là, il ne faut pas trop rêver parce que tant qu'on ne paye pas, on quitte le bureau, la lumière reste allumée pendant tout le déjeuner, revient. Il n'y a que les mouches du coin qui sont contentes. Ils peuvent lire les dossiers sans lunettes, c'est super. Voilà. Et comme je l'ai dit, on a mis des panneaux aussi sur nos douches pour expliquer aux gens les économies. On l'a fait dès le mois de mai. Bien, alors ça, c'était le passé. Il est mieux de... je passe sur les études qu'on a faites parce qu'elles allaient de soi pour pouvoir préparer tout ça. Nous avons déjà changé tellement de choses. Le gymnase Jean Granel, c'est un éclairage LED adapté, réglementaire, parce que c'est compliqué dans le sport. Il faut que ça soit bien éclairé. Enfin bon, j'insiste pas là-dessus. Je ne vais pas passer le réveillon. Donc le bilan, c'est que nous avons investi près de 4 millions d'euros et que ça nous a permis de faire 25% d'économie. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Près de 4 millions d'euros investis, 25% d'économie, et dans le sens de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour cette rentrée et passer l'hiver? Selon le gouvernement de Madame Borne, écoutez, on va continuer à améliorer ce que nous faisons. L'éclairage public, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, bien sûr. On va agir sur l'éclairage de mise en valeur. Alors, vous savez, les gens sont tellement avec le cerveau lavé par tout ce qu'ils entendent. Ils pensent que, comme pour les douches, si tu arrêtes les douches, tu fais des économies. Tu fais des économies de rien. Donc, la mise en valeur, vous savez, les monuments, les ronds-points, il y a de la lumière qui met en valeur telle ou telle chose. Regardez de toute manière ce que ça représente. Ça représente absolument rien. Ça coûte par nuit 4,74 €. Tout l'éclairage de la commune. Stop. Vous entendez bien? Le coût par nuit, il est de 4,74 €. Tout ce qu'on éclaire. Bon, vous me direz, il y a 365 jours. Bon, d'accord. À l'arrivée, on était bien là. À l'arrivée, 1 728 €. Voilà le truc. Et donc, on va le faire, parce que là, c'est jusqu'à 1 h du matin. On a décidé d'arrêter à 22 h. Parce qu'on sait bien qu'on n'arrêterait pas de répondre à tous les gens qui passent à 23 h ou à minuit et qui viendraient nous dire « on ne comprend pas,
vous laissez l'éclairage alors que on coupe, etc. Donc, allez, on va le faire. Comme ça, on va dépenser de l'argent pour rien. On va dépenser 6 000 € pour mettre des boîtiers partout pour arrêter à 22 heures. On va tomber à 1,58 €, mais on va rentabiliser les 6 000 € en 6 ans. Il n'y a qu'au bout de 16 ans que les 6 000 € dépensés pour dire aux gens, voilà, vous avez vu, on s'est arrêté à 22 heures, vous êtes contents? J'ai failli ne pas le faire, mais je me suis dit que ça pourrait toujours servir et puis que la vie continuait après, donc pourquoi pas, et donc ça nous fait tomber là le prix à 1,58 €, parce qu'on en laisse quand même quelques-uns qu'on ne peut pas éteindre. Parce que alors pourquoi on a des boîtiers? C'est parce que l'éclairage est lié à l'éclairage public, routier. Donc si on veut rectifier, il faut... C'est 500 € pardon, le boîtier. Donc voilà, vous avez compris. La tartufferie de l'époque. Parce qu'on vit une époque de Tartuffe quand même. Voilà. Et nous, on y participe parce qu'on ne peut pas être plus idiot que les autres, bien sûr. Alors l'éclairage festif, ce sont les fêtes de Noël. Alors là, c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, puisque tout le monde nous réclame un éclairage dans les quartiers, il n'y en aura plus du tout. Voilà. Donc ça, c'est Élodie, elle est ravie, parce qu'elle fait plein d'économies d'un coup, là. Se creuser la tête chaque été, qu'est-ce qu'on va mettre, où on va mettre. Alors, bon. Le coût électrique total revenait à 864 €. On va le faire tomber à 47 €. La consommation de 4 939 kWh va tomber à 273 kWh sur le programme des fêtes de Noël. C'est notre contribution et notre soutien au gouvernement. Parce que nous, on est compatissants et on se dit, vivent des temps difficiles, et on sait qu'à l'Élysée, à Matignon, ils vont faire de grosses économies, tout va être dans le noir, il y aura des bougies, et donc les moteurs des voitures ne tourneront plus pour garder bien la voiture au chaud pour le ministre quand il vient s'asseoir, le fauteuil chauffant pour les fesses de ces messieurs-dames. Voilà, donc voilà. Nous, on va participer. Alors, on s'est dit qu'effectivement... Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que nous, notre éclairage festif est sur les candélabres publics de l'éclairage routier. Donc, on n'a pas de solution. On ne peut pas le réduire, on ne peut pas l'arrêter à 22 heures. L'éclairage routier fonctionne toute la nuit. Et donc, si on installe des motifs, on va inversement nous reprocher d'avoir des motifs allumés à 4 heures du matin, vous voyez. Donc, on s'est dit, bon, voilà, on va faire l'expérience cette année, comme ça, chacun sentira bien le poids des économies. Et on a décidé de faire le village, le cœur d'activité économique commerciale du village, mais très modéré. On ne verra plus les guirlandes dans les arbres ni rien. Comme ça, ceux qui sont inquiets pour la pollution lumineuse au contact du végétal vont pouvoir se réjouir. Donc, ça va faire un drôle d'effet de ne plus avoir l'impact. Ça va être disséminé. Et puis, sur le bord de mer, le quartier des Bouches-du-Loup, boulevard des Italiens, on gardera nos palmiers éclairés. Les palmiers éclairés, ça consomme non plus rien. Cet été, il y a une dame qui m'a écrit, qui m'a dit qu'elle était inquiète pour la planète et qu'il fallait qu'on éteigne les palmiers sur le boulevard des Italiens et le boulevard Pompidou. Je l'ai rassurée, non pas sur l'état de la planète, mais sur l'état des palmiers, en lui disant, franchement, ça coûte rien et on est quand même une commune touristique. On est quand même sur la Côte d'Azur, et aussi bien pour les habitants qui y vivent que pour ceux qui y viennent. Il faut quand même un minimum d'accueil touristique en la matière. Donc voilà, ça va être, on va s'en apercevoir là, et on le fait délibérément. Ça va être marquant, puisque au lieu de dépenser 75 000 € TTC, on va en dépenser 30 000, soit une économie de 60%. Et nous, ça nous va bien de faire ce qui nous incite aussi, Marie, c'est compte tenu de toutes les dépenses qu'on a en termes de fonctionnement, des prix qui explosent, la sobriété financière nous va bien au-delà de la sobriété énergétique. Alors que je rassure tout le monde, il y aura quand même, uniquement parce que c'est les enfants, les éléments. Le Père Noël, avenue des Plans, restera. Je sais qu'il a un grand intérêt pour les enfants, donc voilà. On a fait en sorte de penser uniquement aux enfants et un peu moins aux autres. Et puis, les bâtiments communaux, alors là, on va bien rire, puisque dans les bâtiments communaux, la prescription sera de 20 degrés, alors qu'on est plutôt à 23, 24, certains même à 25. Donc, c'est plus des bâtiments communaux, c'est des couveuses.
Hein, alors, ça va bien, quoi. Alors, jusqu'à présent, on le disait, mais on n'arrivait pas à se faire entendre. Désormais, on va travailler pour que ça soit effectif. Il y aura un référent dans chaque service pour rappeler à chacun ses obligations en la matière. Là, on va faire quand même des économies substantielles. Dans les écoles, je ne sais pas, on va informer, je vois Béatrice Cubizol qui en ride à l'avance, on va informer toutes les écoles pour leur dire d'être vigilants et qu'ils se souviennent que le programme Wati s'applique à tous, pas simplement qu'aux enfants. Mais c'est vrai aussi qu'il faudra continuer d'aérer. Je rappelle que tous nos bâtiments sont équipés en capteurs qui permettent de mesurer. Vous voyez que c'est plus un sujet. Les capteurs, l'année dernière, à la rentrée, c'est qui avait son capteur, qui n'avait pas son capteur. Tout le monde se fout de savoir s'il y a des capteurs. Les capteurs, ils sont là, bien présents. Et effectivement, en cas de besoin, d'aérer, de rafraîchir l'atmosphère, ça ne peut pas faire de mal. C'est pas le froid conserve, n'oubliez jamais, c'est le chaud qui est pernicieux. Moi, dans mon bureau, c'est 18 degrés. C'est voulu parce que comme ça, les gens ne restent pas trop longtemps. C'est astucieux. Voilà. Donc, les services peuvent en témoigner. Ils adorent venir dans mon bureau parce qu'ils savent que c'est pas 24. Et fenêtre ouverte en plus. Comme ça, c'est complet. Bon, sobriété énergétique, donc je l'ai dit. Alors, on essaye de faire en sorte de revoir les horaires pour éviter d'éclairer trop longtemps. Dans les écoles, ça va être difficile. Je vois sans arrêt des demandes de réunions après les cours, etc. Mais dans nos services, de faire en sorte que là où il n'y a pas de public, on veille à ne pas être plus longtemps. Espacer la fréquence de tente et de débroussaillement, je le demande depuis 2014 et je suis heureux de le voir écrit pour la première fois. Ça m'agace beaucoup de voir toujours des gars en train de tondre le gazon, notamment Avenue des Plans, l'entreprise qui fait ça. Mais alors on m'explique qu'il ne faut pas que l'herbe pousse trop longtemps parce qu'après c'est pas bon pour l'herbe, on le coupe pas. Alors, je suis pas jardinier, mais quand même, quoi. Je veux dire, entre laisser la broussaille et puis tout le temps. D'ailleurs devant le pôle culturel, l'herbe a un peu trop poussé. Je rappellerai tout à l'heure que pour les fêtes Escoffier, ça sera bien que ça soit coupé. Mais il y avait une sorte dans les marchés publics qui étaient faits, des cadencements qui étaient donnés qui sont absurdes. Et bien entendu, qui profitent à l'entreprise, parce que plus elle vient, plus elle monnaie aussi le service. Donc il faut revoir les marchés et dire non, c'est pas comme ça que ça se fait. Nous sommes en train de développer aussi un service d'espace vert en interne, mais c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent jardinier, mais en fait, je pourrais postuler, quoi. Donc voilà. Quand on ne sait pas trop faire quelque chose, on dit je suis jardinier. Parce que le gars, il a passé la tondeuse chez lui, il pense qu'il est jardinier. Non. Et enfin, favoriser le télétravail. Nous l'avons déjà engagé avec Mathias Pinet, Olivier Delahaye. Nous l'avons déjà engagé dans nos services. Certains de nos agents sont déjà en télétravail, une journée dans la semaine ou autre. Comme ça, c'est eux qui payent leur électricité, etc. Ils ne nous ont pas encore demandé un dédommagement, mais ça va venir. Les syndicats vont y penser. Ils n'y avaient pas pensé, je le dis, comme ça va être sympa. Ça va. C'est le télétravail. Les patrons, ils sont malins quand même. Oui, mais reste à la maison, c'est bon. Comme ça, nous, la pièce est fermée, tout est bouclé, l'ordi aussi, et puis c'est chez toi que tu fais. Bon. Il ne faut pas abuser, et ça posera d'autres problèmes, comme toujours. Une réflexion sur nos manifestations. La dépense, c'est aussi quand on fait beaucoup de choses. Quand on ne fait rien, c'est moins coûteux. Par exemple, là, on fait les fêtes Escoffier. Les fêtes Escoffier, elles coûtent en distribution électrique. Africa est la plus grosse consommatrice parce que tout le monde est là avec sa cuisine. Ça a été un gros succès la semaine dernière. On a eu 3000 personnes. Mais bon, c'est de la dépense. Voilà. Donc, tout ça a un coût. Nous, on ne considère pas qu'on doive supprimer. Mais il faut mieux rationaliser. Donc, au lieu d'attendre le dernier moment, il faut dès maintenant regarder comment on occupe le terrain et comment on installe des systèmes qui permettent d'être plus économes. Enfin, ne rêvons pas. C'est pas sur ça qu'on fera grand-chose. Mais précédemment, quand il n'y avait pas de manifestation, c'était autant de moins qu'on faisait. Il n'y a pas de dépenses. Et puis, j'ai oublié d'ailleurs de vous dire que dans nos services municipaux, depuis que nous sommes en place, on a créé plein de bâtiments nouveaux. Donc les bâtiments nouveaux, c'est forcément de la dépense nouvelle. On a créé des services, des locaux nouveaux. Je prends l'espace Tosti.
L'espace Tosti, qui est d'aujourd'hui festif, expositions, activités, il n'y avait pas des salles, il n'y avait pas de consommation électrique. Désormais, il y a une consommation électrique. On fait des expositions, il y a la lumière en permanence qui éclaire les tableaux. Alors là, déjà qu'on regarde, s'il n'y a personne, pourquoi on éclairerait des tableaux quand il n'y a personne? Et donc tout ça, il faut le revoir un petit peu différemment. On a fait l'Esperanza près des Esperès, c'était des locaux désaffectés. Il y a les locaux du rugby, ils étaient désaffectés, ils coûtaient rien. Donc tout ça, c'est en plus. Donc on a développé et en même temps, on arrive à faire des économies. C'est pour ça que je dis que la sobriété énergétique, les Villeneuvois doivent savoir que leurs élus la pratiquent depuis leur élection, et que c'est leur souci permanent, et que ça se traduit dans les faits. Vous me représentez les choses après pour qu'on finisse. Bon, on a des rénovations énergétiques à faire sur la chaudière Anthony Fabre, mais il n'y a pas que la chaudière. La chaudière, c'est 600 000 € d'investissement, mais après, il y a tout le réseau. Puis après, il y a les fenêtres qui sont sans double vitrage. Il y a toutes les menuiseries. Donc, à l'arrivée, c'est 1,5 million, quoi. Le groupe scolaire Anthony Fabre, c'est ça que ça veut dire. Bon, on avait envisagé la chaudière à bois, on ne le fera pas, parce qu'on n'est pas sûr de l'approvisionnement en bois. Il n'y a pas de filière bois aujourd'hui suffisante pour garantir, dans un équipement public, avec les enfants, l'approvisionnement. Vous imaginez qu'un jour on dise non, on n'a pas reçu le bois, on ne chauffe pas. Donc on va en rester au gaz, mais un gaz propre et biogaz, puisque on a ce qu'il faut et on le fera de cette manière. Mais à un moment donné, on était tenté, et puis là, on a bien regardé. Il n'y a pas de filière bois crédible et continue. En plus, le prix du bois a explosé. Donc, de quoi l'avenir sera fait, on n'en sait rien. Le gaz, le prix du gaz augmente, mais il y aura toujours du gaz. Le monde entier regorge de gaz. Il n'est pas exploité encore. Vous avez 1/3 de réserves partout. Quand on vous fait croire que c'est la fin des énergies fossiles, c'est un mensonge. On a du pétrole partout. On a du gaz partout, notamment au cercle arctique, la mer de Barents. Et il y en a qui sont très contents du réchauffement climatique. Parce que la fonte des glaces permet d'installer les entreprises qui vont exploiter tout le gaz et le pétrole de 4-5 puissances autour du cercle polaire. Mais ça intéresse personne. Et on continue de parler à la fin. Non, il n'y a pas de fin. Il y a toutes les possibilités. Donc, est-ce qu'on est capable de produire proprement? Est-ce qu'on est capable de réduire l'effet de serre malgré tout? Voilà, ce sont les vrais défis. Tout ce qu'on nous vend aujourd'hui sera dépassé. En 1974, on nous a expliqué qu'en 1985, il n'y aurait plus de pétrole ni de gaz à la surface de la Terre. Et ce sont des scientifiques qui sont venus le dire à la télé. Comme il y en a d'autres qui viennent aujourd'hui à la télé nous raconter leur fadaise sur une vérité d'aujourd'hui, mais qui n'est pas celle de demain. Et pour anticiper demain, il faut regarder un peu ce qui se passe un peu partout et tâcher de l'imaginer. Moi, je disais déjà il y a 10 ans à mes élèves que tout le cercle polaire du Nord, et c'est bien pour ça que les Russes se moquent éperdument du réchauffement climatique, ils n'attendent que ça pour exploiter toutes les ressources de Sibérie. C'est les habitants du coin, les Nemetz, les Yakoutes ou quoi, qui changent leur mode de vie, les Esquimaux pour les autres, et l'ours polaire qui se fait du souci. Mais pour ceux qui ont autre chose en tête, je peux vous dire que c'est un pain béni. Pain béni. Mais ça ne nous est jamais présenté ainsi. Les inconvénients d'un côté, il y a toujours des avantages ailleurs. Et quand on veut être un peu honnête dans l'information, on donne toute l'information, pas une information partielle, juste pour fabriquer des réflexes. Donc les chaudières, bien sûr. La fréquence du lavage des véhicules, il faudra bien les laver. On n'imagine pas que les véhicules de la mairie soient absolument crado, quand même. Donc ça, c'est des affirmations un peu gratuites pour faire bien. La limitation des arrosages pendant la période hivernale et automnale, ça aurait dû déjà être fait. Je m'étonne que ça ne soit pas fait déjà, quoi. Je veux dire, c'est du bon sens. Donc tant mieux qu'on le limite. Pour ça, il faudrait bien qu'il pleuve. Mais enfin, généralement, l'hiver dernier, on n'a pas eu trop de pluie. Et il faut que nous arrosions à tout prix pour sauver les arbres. Car ce qui s'est passé cet été, vous avez des arbres qui vont tomber les uns après les autres. Il y en a déjà qui sont tombés cet été, avenue des Plans. Mais il y en a d'autres qui ne se remettront pas de cet épisode de sécheresse. Voilà pourquoi, quand nous avons sur le repoint des arbres, oui, bien sûr qu'on arrose. C'est pas l'herbe qui nous intéresse, bien que dans l'herbe, il y ait des insectes qui ont le droit de survivre aussi. Mais c'est de préserver les arbres.
Donc voilà, quand on veut réfléchir, on essaye de voir tous les problèmes globalement et pas simplement le problème du moment. C'est un gros travail. Je remercie nos services qui font ce travail. Je pense qu'on finit sur ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les consommations de carburant, oui. Les balayeuses, au lieu de balayer tous les jours, on verra. On va remettre les gens à pied, comme ça va leur faire du bien. Les appareilleurs chez nous, ils distribuent le courrier 2 fois par jour, ils le distribueront qu'un, comme ça on fera des économies de carburant, ils seront contents aussi, ils auront moins à se déplacer dans les embouteillages. On peut aussi regarder quand est-ce qu'on se déplace aussi, pour éviter les heures de pointe par exemple. On va encourager dans nos services les modes de déplacement doux. Vous savez que nous avons une société de vélos sur la commune, Biker, et nous avons un contrat avec eux qui permet à nos agents de bénéficier de ce contrat gratuitement. Jusqu'à preuve du contraire, on doit avoir sur 450 agents 2 qui utilisent le vélo. Donc voilà. Donc on va faire un appel. On va faire apprendre à faire du vélo aussi pendant qu'on y est. Donc on va tout faire sur le vélo. Et pour faire aussi la liaison domicile-travail. Mais le vélo électrique est une révolution. Autant la voiture électrique me laisse songeur, autant le vélo électrique permet d'éviter l'utilisation de la voiture. Et donc, nos agents municipaux vont être incités à aller chez eux avec Biker, puisque ça sera gratuit. C'est le contrat que nous avons avec Biker, d'aller au travail et chez eux en vélo, et puis d'un service à l'autre, quand c'est possible, bien sûr, de l'utiliser. C'est le contrat que nous avons. On fera au mois d'octobre avec Biker, on fera une promotion auprès de nos agents, on va faire une information générale. Et donc, voilà. Tout le reste, c'est un peu de la bricole, il ne faut pas rêver, mais c'est en fait une sorte de responsabilisation collective. Bien. Alors, juste pour rappeler quand même que nous avons été labellisés depuis un certain temps pour nos efforts, notamment par le conseil départemental, que nous avons obtenu dernièrement, on vient de recevoir le courrier, vous l'avez dans les documents qu'on vous a donnés, nous avons obtenu le label Territoire durable, une COP d'avance. C'est bien, ça encourage nos agents qui ont fait le travail, les dossiers, ça récompense et ça permet de dire aussi à nos concitoyens que la commune de Villeneuve-Loubet est bien une commune verte. Voilà. Une commune qui, malgré toutes les contraintes, garde son action résolue pour la transition énergétique.